Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de la persécution des Ouïghours musulmans en Chine, du débat sur le voile, de la Catalogne, des cartels de drogue au Mexique et de dealers sur Snapchat. Et oui, je sais, cette intro fait très enquête exclusive, mais vous inquiétez pas, on devrait apprendre plein de choses. À noter, avant de commencer, et pour les fans de sport, j'ai lancé cette semaine un nouveau compte Instagram, Hugo Décrypte Sport. Le principe c'est très simple, vous l'aurez compris, chaque jour on poste un résumé des 5 actualités sport du jour. Du coup, si jamais vous voulez vous abonner, et bien le nom du compte c'est hugodécrypte.sport. La première actu de la semaine, c'est donc la situation en Catalogne. Vendredi, plus de 500 000 Catalans ont manifesté à Barcelone et dans la région espagnole pour protester contre la condamnation des dirigeants indépendantistes catalans. Ils demandent tout simplement leur libération. En effet, la Cour suprême espagnole a condamné ce lundi 9 indépendantistes, dont plusieurs membres de l'ancien gouvernement régional destitués après la tentative d'indépendance en 2017. Ces politiques ont pris entre 9 et 13 ans de prison pour leur rôle dans cette rébellion et cette tentative d'indépendance. Depuis, vous l'avez peut-être suivi, les manifestations se succèdent dans cette région d'Espagne. Selon les autorités, 57 vols ont été annulés à l'aéroport, plusieurs routes ont été coupées et même la rencontre entre Barcelone et le Real de Madrid prévue le 26 octobre a été reportée. Ces violences marquent un tournant pour le mouvement indépendantiste qui a toujours affirmé être non violent. Face à ces manifestations qui étaient globalement très pacifiques dans la journée mais donc violentes dans la nuit, eh bien la droite espagnole réclame au gouvernement local des mesures pour rétablir l'ordre. D'autant plus que le contexte est particulier puisque des élections législatives auront lieu dans moins d'un mois. L'indépendance est toujours un sujet très clivant en Espagne. D'après un sondage rendu public en juillet par le gouvernement régional, 44% de la population catalane y est favorable et 48,3% y est opposé. Le président de la Catalogne, Quim Torra, un indépendantiste, a proposé d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance en 2021. Bref, affaire à suivre. La deuxième actu de la semaine, c'est la situation des Ouïghours, une ethnie musulmane du nord-ouest de la Chine, persécutée par le gouvernement chinois. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, pour la voir une petite fiche s'affiche en haut à droite, mais je vous fais quand même un petit résumé. Plus d'1 million de Ouïghours, sur une population totale estimée à 11,5 millions, seraient détenus dans des camps de détention qui sont en fait des prisons ou des camps de travail. Bon, selon la Chine, ce ne sont pas des prisons, mais des centres de formation pour lutter contre le terrorisme. Le nombre de camps a augmenté lorsque le président chinois Xi Jinping a déclaré, je cite, la guerre contre le terrorisme en 2014 à la suite d'une série d'attaques et d'attentats. Dans ces camps, hommes, femmes et enfants sont obligés d'apprendre la pensée Xi Jinping et l'idéologie communiste. Les témoins évoquent des tortures, des méthodes de lavage de cerveau, il faut mémoriser des slogans, démontrer sa gratitude au parti communiste et confesser ses erreurs selon un rapport de 2018 de l'ONG Human Rights Watch. Mais les Ouïghours sont aussi notés pour évaluer, je cite, leur degré de contamination. Par exemple, ils seront jugés contaminés s'ils prient 5 fois par jour, s'ils se rendent à des prières collectives, possèdent une édition du Coran non approuvée ou encore enseignent l'islam à leurs enfants. En août 2018, pour la première fois, les Nations Unies ont évoqué les camps. Les États-Unis, plutôt ennemis de la Chine, veulent mobiliser la communauté internationale et ont dénoncé cette campagne de répression. Bref, vous l'aurez compris, la situation est toujours aussi critique et on vous tiendra au courant dans les semaines à venir. La troisième actu, c'est le débat sur le voile qui agite la France. Ce débat a débuté après l'agression par un élu du Rassemblement national d'une maman accompagnatrice d'une sortie scolaire le 11 octobre. Lors d'une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Audoul, membre du bureau national du Rassemblement national, avait demandé à ce qu'une mère d'élève retire son voile. Face au refus, des élus du Rassemblement national avaient quitté la salle en dénonçant une provocation islamiste. Depuis, de nombreux débats ont émergé dans les médias, notamment sur les chaînes d'infos. D'après Check News, le média de fact-checking de Libération, il y a eu en tout 85 débats au sujet du voile sur les 4 chaînes d'infos en continu, LCI, CNews, France Info et BFM TV, entre le 11 octobre et ce jeudi à midi. Le problème, c'est qu'absolument aucune femme voilée n'a participé à ces débats sur le voile. Seule Latifa Ibn Ziaten a eu l'occasion de donner son point de vue sur le plateau de LCI, mais ce n'était même pas dans le cadre d'un débat. Bref, le débat a duré toute la semaine et en plus ça a parfois dérapé avec des propos jugés islamophobes par certains. On peut citer par exemple Olivier Galzi, journaliste de LCI, qui a comparé le voile à l'uniforme SS, ou encore Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du
Figaro est l'invité du Grand Soir sur LCI qui a déclaré, je cite, « Je déteste la religion musulmane » avant de raconter qu'il lui était arrivé de prendre le bus et de descendre s'il y avait quelqu'un avec un voile. Chose à savoir, il n'est pas interdit de porter des signes religieux dans l'espace public, qu'il s'agisse d'un voile, d'une croix ou d'une kippa. C'est ce que l'on appelle le principe de la liberté religieuse. Le port de toute tenue destinée à dissimuler son visage, comme le niqab, est en revanche interdit dans l'espace public depuis 2010. Dans les entreprises ou les écoles, eh bien c'est un petit peu différent. Le port de signes religieux est aujourd'hui interdit dans les établissements publics, de la maternelle au lycée, mais il n'est pas interdit pour les parents accompagnateurs en sortie scolaire. Enfin, au travail, le port de signes religieux peut être limité par l'employeur à condition que ce soit pour de bonnes raisons, par exemple pour des raisons de sécurité ou d'hygiène. On continue les actus, direction le Mexique. Cette semaine, la police mexicaine a tenté d'arrêter le fils de Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo, c'est un baron de la drogue mondialement connu, actuellement emprisonné aux États-Unis. Je disais donc, la police a donc essayé d'arrêter Ovidio Guzmán López, le fils d'El Chapo. Après une attaque contre une patrouille de la garde nationale dans la ville de Culiacán, dans l'état du Sinaloa, il a été interpellé par une patrouille de 30 policiers. Le truc donc, c'est qu'il a été relâché très vite, puisque à peine la police l'avait arrêté que des dizaines d'hommes masqués du cartel de Sinaloa ont paralysé la ville de Culiacán. Des explosions de véhicules, des rafales de mitrailleuses lourdes, des tirs de lance-roquettes anti-chars, bref, vous l'aurez compris, tout cela a retenti dans la ville, opposant des civils armés aux forces de police. C'était en plein après-midi, une véritable terreur pour les 750 000 habitants de la ville, et 8 personnes ont d'ailleurs trouvé la mort dans cette attaque. Bref, la police a fait le choix de protéger la population et a relâché Ovidio Guzmán López. Au-delà de la protection de la ville, l'autre raison qui a poussé les policiers à relâcher Guzmán, c'est le fait qu'ils ont été encerclés par ces dizaines d'hommes masqués et armés. Un aveu de faiblesse plutôt inquiétant de la part de l'État. Selon le Wall Street Journal, ce qui pourrait expliquer cette décision de relâcher Guzmán, c'est aussi que des membres du cartel auraient envoyé 2 vidéos à l'état-major local de l'armée. Sur ces vidéos, on voit un groupe d'au moins 6 soldats détenus par des hommes armés et l'exécution d'un militaire d'une balle dans la tête dans une rue de Culiacán. Si le Wall Street Journal affirme tenir cette info d'une source gouvernementale, eh bien l'existence de ces 2 vidéos n'a cependant pas été confirmée officiellement. On termine les actus de la semaine avec les dealers de drogue sur Snapchat. Le journaliste du Monde, Romain Gauffroy, a réalisé une enquête édifiante sur le trafic de drogue sur Snapchat. Les revendeurs de drogue, que ce soit de la cocaïne, de l'ecstasy ou encore du cannabis, utilisent en effet de plus en plus Snapchat pour contacter leurs clients. Le principal avantage qu'ils y trouvent, c'est que, comme vous le savez, une fois ouverts, eh bien les messages, photos ou vidéos s'effacent automatiquement sur Snapchat. Du coup, il y a beaucoup moins de chances de se faire attraper. Cela leur permet aussi de montrer la marchandise en photo avant de la vendre, et donc c'est plutôt rassurant pour les consommateurs. Les dealers utilisent aussi les stories pour faire leurs promotions avec des réductions, etc. à tel point que certains ont créé de véritables entreprises grâce à Snapchat. Évidemment, vous vous en doutez, c'est une véritable épine dans le pied de la police. Grâce aux écoutes téléphoniques, les policiers peuvent normalement surveiller les SMS, MMS et les appels, et donc procéder à des arrestations et mettre fin au trafic. Mais quand des dealers passent par des applis, eh bien c'est impossible. En effet, pour accéder au snap des trafiquants, la plateforme nationale des interceptions judiciaires, qui est chargée de cette tâche, aurait besoin des clés de déchiffrement qu'elle ne possède pas aujourd'hui. Et c'est pareil pour d'autres plateformes comme Facebook ou Instagram par exemple. En fait, il faudrait, pour aider la police, que les responsables de ces applis américaines coopèrent. Mais pour des petits crimes, elles refusent de le faire. Voilà, je vous en dis pas plus sur cette enquête qui est super intéressante, mais si jamais le sujet vous intéresse, eh bien je vous invite vivement à le lire sur le site du Monde. L'enquête est payante, mais il y a des réductions pour vous abonner si jamais ça vous intéresse. Il y a certains sujets qu'on n'a pas pu évoquer aujourd'hui, notamment la situation au Liban, mais vous inquiétez pas du coup, vous le savez, on suit tous ces sujets-là sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. C'est la meilleure façon de rester au courant de l'actualité chaque jour, et puis en plus, vous le savez maintenant, on a un compte sport, Hugo Décrypte Sport, donc pensez aussi à vous abonner à ça si jamais c'est pas encore le cas. Tenez, justement, le débat de la semaine c'est le suivant, les applications comme Snapchat doivent-elles coopérer avec la police concernant les affaires de trafic de drogue? Pour participer au débat comme d'habitude c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à très vite.